Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler préparation physique pour les athlètes de football. J'ai reçu énormément de questions des gens qui me disent ok je suis amateur, semi-professionnel, professionnel, j'ai 3-4 entraînements dans la semaine plus un match le week-end. Comment je fais pour organiser mes sessions de préparation physique afin de développer ma force, ma vitesse, mon explosivité sans me mettre à risque, sans ajouter trop de charges de travail pour ne pas éventuellement développer des blessures, des lésions, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode. J'ai reçu énormément de questions à ce sujet-là. Et conceptuellement, ça va s'appliquer pour beaucoup de sports collectifs. Bien entendu, il y aura de la spécificité. Voilà pourquoi ici, je m'attarde principalement sur le foot, vu que ce sont ces questions que j'ai reçues. Je tiens à rappeler également que j'ai créé une page. Vous retrouverez le lien dans ma bio Instagram et dans la description de cet épisode-là, où vous pouvez poser vos questions complètes. Avec, il n'y a pas de caractère illimité. Vous pouvez vraiment donner le contexte, raconter votre vie. Et à partir de là, je peux être inspiré et répondre à vos questions durant le podcast. Quoi qu'il en soit, parlons directement donc de la préparation physique pour les athlètes de foot. Et de manière générale, je vais commencer avec une réflexion que j'ai eue récemment et je partageais ça avec un collègue et je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas, mais je serais curieux de le savoir. Donc laissez un commentaire si vous avez l'occasion de le faire. Donc ce que je vois souvent, ce que j'observe dans beaucoup de clubs de foot ou clubs de basket, c'est que les préparateurs physiques de ces clubs-là sont des anciens athlètes du sport en question. Donc les préparateurs physiques dans les clubs de foot sont des anciens footballeurs. Les préparateurs physiques dans les clubs de basket sont des anciens basketteurs. Et selon moi, c'est une erreur qu'on fait de choisir des préparateurs qui faisaient partie du monde du sport en question. Et attention, ce que je dis là, ce n'est pas une règle absolue parce qu'il y a des très bons préparateurs physiques qui étaient des athlètes dans le sport en question et qui arrivent à faire la part des choses et qui arrivent à se détacher de certaines idées reçues. Mais pourquoi je dis ça? Parce que selon moi, lorsqu'on a été athlète dans le sport, eh bien, la vérité, c'est ça. La première vérité que je dois dire ici, un n'en déplaise à certains préparateurs physiques, c'est que les préparateurs physiques sont des athlètes ratés. Ça, c'est la vérité que personne ne veut dire, personne ne veut se l'avouer. Okay, non, c'est pas les ligaments croisés, mon gars. C'est pas pour ça que tu es devenu préparateur, c'est parce que tu es un athlète raté. Et il faut se le dire, moi-même, en tant que combattant, je savais très bien que je n'étais pas prêt à faire certains sacrifices et que j'allais être très bon, mais que je n'allais sûrement pas arriver dans le top 10. Donc, je me suis dit, c'est pas pour aller dans le top 10 dans le sport dans lequel j'étais. Voilà, c'était dans le top 100 de tennis, c'est très bien. C'était dans le top 1000 de foot, c'est très bien. Mais c'était pas dans le top 10. En tant que combattant, ça sert absolument à rien. Tu vas galérer toute ta vie. Donc, moi, j'ai pas voulu prendre le risque, bien entendu. Donc, je sais que je suis un athlète raté quelque part, ok? Et c'est la vérité pour tous les préparateurs physiques. Et qu'est-ce que ça crée quand on est un athlète raté? Eh bien, c'est que, et qu'on se l'admet pas surtout, c'est qu'on croit que ce qu'on faisait c'était très bien, qu'on aurait pu être le next Maradona, et du coup on est coincé dans cette idée là, donc on croit vraiment que ce qu'on fait c'est le meilleur truc, parce qu'en plus on a étudié un peu la physiologie de l'exercice, du corps humain, etc. Donc on se dit ouais voilà, ça c'est ce qui fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné sur toi mon gars, ok? Et toi tu veux quand même l'imposer à d'autres joueurs. Donc on est coincé dans cette règle-là, dans cette idée-là d'imposer ces trucs que tu crois être vrais parce que ça marchait sur toi lorsque tu étais athlète, ou alors pire, de ce qui marche sur toi aujourd'hui, mais tu n'as pas la charge de travail des autres athlètes, tu leur fais faire ce que tu crois être bien parce que ça fonctionne sur toi, et malheureusement ça ne fonctionne pas sur les autres. Donc ça c'est une grosse erreur qui vient avec justement le fait d'avoir été un athlète dans le sport en question, cette frustration, et on veut partager cette frustration. Parfois cette frustration peut être utilisée en notre avantage et on peut faire les choses bien à condition de garder une certaine objectivité. Mais quand c'est très subjectif, malheureusement, je retrouve beaucoup ce problème avec certains collègues dans certains clubs, c'est que voilà, pour moi certains trucs n'ont pas de sens. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc qui est important à mentionner et qu'il faut prendre en considération. La deuxième chose pour continuer sur cette réflexion, c'est que au final, lorsque on a été athlète dans le sport voilà, dans lequel on travaille aujourd'hui en tant que préparateur, c'est que on est plein de biais cognitifs. Et ça c'est la vérité, c'est un autre truc que je retrouve, c'est que voilà, on a été athlète, nous on nous a fait faire ces drills là, on nous a fait faire ces exercices là, et on est persuadé que c'était le bon truc. Et du coup, eh ben, on va propager ces mêmes idées reçues, on va faire à nos athlètes les mêmes trucs que nous on faisait il y a 20 ans, il y a 10 ans, etc. Parce qu'on est persuadé que c'était un truc qui fonctionnait. Voilà, ok. Parfois oui, parfois non. Mais c'est pour ça qu'on retrouve des trucs ridicules aujourd'hui dans la préparation physique du foot, parce que c'est le sujet du jour. Des trucs des idées propagées qui continuent à être instaurées. Et la seule logique derrière pourquoi on utilise ces exercices, c'est parce que ça a toujours été fait comme ça. Et ça me rappelle une petite histoire, une petite anecdote ici, quand j'ai travaillé avec l'équipe nationale suisse de basket, je me rappelle qu'on a une conversation avec le head coach, et il me disait ouais, voilà comment on va procéder, etc. Et moi je lui disais mais écoutez, pour moi ça n'a pas de sens que je procède comme ça. Et le gars il me dit ouais mais
ça a toujours été fait comme ça. Et moi je le regarde, je lui dis ouais mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que c'est la bonne façon de le faire. Et le gars me regardait choqué, vraiment choqué. Et c'est un truc que j'ai vraiment pas compris. Et je trouve que c'est vraiment un argument qui n'a aucun sens. De se dire ça a toujours été fait comme ça, donc on doit le faire comme ça. Non, si ça a toujours été fait comme ça et qu'il y a des trucs qui ont marché, ma vision c'est qu'est-ce que je peux extrapoler de ce qui a toujours été fait, parce qu'il y a des trucs qui sont bien. Maintenant, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a également des trucs qui sont pas bien. Comment je fais pour garder les trucs qui sont bien et enlever les trucs qui sont pas bien? C'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est ça avoir un esprit critique, et c'est comme ça que j'ai toujours procédé. Et je me rappelle, le gars était complètement choqué. Et pour poursuivre sur cette anecdote, je me rappelle même l'assistant head coach qui me disait ah voilà, fais-leur faire cet exercice, ces exercices-là. Dans sa tête, c'est ah, il faut que tu fasses les exercices que nous, on a toujours fait en tant que basketteur. Et moi, je suis là, mec, moi, tu me dis pas quoi faire. Je suis un professionnel, tu me dis, hey, le focus, c'est ça. Voilà la finalité, moi je me débrouille. Quand tu vas chez le mécanicien, tu lui dis pas, hey, prends cet outil, prends cet outil, prends cet outil. Quand tu vas chez le dentiste, tu lui dis pas, hey, fais ça comme ça avec mes dents. Tu t'assieds, tu fermes bien ta gueule et voilà, tu laisses le professionnel faire le travail. Et, voilà, le professionnel faire le travail, pardonnez-moi. Et c'est pareil avec moi. Hein? Tu fermes bien ta bip et tu laisses le professionnel faire le travail. Et c'est exactement comme ça qu'on doit procéder si on est professionnel. On va pas se contenter de refaire les mêmes trucs qu'on a toujours fait. Si en plus de ça, ça n'a pas marché, bah, c'est vraiment pas grâce à ça que ça a marché. Et malheureusement, c'est un argument d'autorité qui n'a aucun sens selon moi, et j'espère qu'on va s'en débarrasser. Parce que si c'était le cas, ça en revient à une petite... J'avais posté récemment un truc sur le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. On me disait, ouais, mais ils font ça et ils gagnent la Ligue des Champions, des trucs comme ça. Ok, mais toutes les autres équipes font ça également. Pourquoi eux, ils gagnent pas la Ligue des Champions? Faut se poser la question, ok? C'est pas à cause de ça ou grâce à ça qu'ils gagnent, ok? Donc comment on arrive à extrapoler les trucs bien et on enlève les trucs pas bien? C'est ça l'idée. Donc voilà, petite parenthèse qui est fermée ici. Mais l'idée est vraiment cette réflexion. Et ce qui est intéressant lorsqu'on prend un coach qui est externe au sport en question, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup plus d'objectivité. On n'a pas de biais cognitif, il n'y a pas d'exercice prédéfini dans nos têtes, de méthode prédéfinie dans nos têtes, parce que c'est un nouveau monde pour nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir, on doit analyser le sport, on doit analyser l'athlète. Vraiment, on est beaucoup plus objectif et selon moi, c'est la meilleure façon de procéder. Donc si je devais donner un conseil comme ça, je prendrais un préparateur physique qui a la capacité de s'adapter, qui a un background athlétique quand même et qui justement n'est pas du sport, ok? Encore une fois, c'est pas une règle absolue, mais dans beaucoup de cas, j'ai retrouvé ce genre de problème avec des préparateurs physiques. Donc, comme ça, c'est fait, comme ça, c'est dit. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup d'athlètes de basket et d'athlètes de foot m'engagent parce que justement, j'ai ce recul-là. C'est pas les mêmes trucs qui ont toujours été faits. Ils se disent, ah ok, ouais, en fait, ça a plus de sens. Donc voilà pour la petite parenthèse, si ça peut en aider quelques-uns, que vous ayez un club, que vous soyez un head coach ou alors que vous soyez un préparateur physique et que ça amène plus d'objectivité. Donc on va répondre à la question ici. Comment on fait pour allier toutes ces qualités-là? C'est vrai qu'on a déjà une charge de travail qui est assez conséquente. On s'entraîne 3 à 4 fois dans la semaine. Et on a un match le week-end. Une des plus grosses erreurs que je vois déjà les athlètes de foot faire, c'est qu'ils veulent rajouter plus de sessions de cardio. Ils vont faire des longues séries 30-30 sur le tapis de course. Ils vont faire des longues sessions de cardio. Les gars, c'est bon, ok? Le meilleur cardio pour votre sport, c'est votre sport. Et la plupart d'entre vous, vous avez déjà une base aérobie qui est énorme. Vous êtes déjà au top là-dessus, ok? Selon moi, ce qui manque, c'est justement ce travail de vitesse pure, ce travail de force pure. Et ce qui est bien avec ce genre de travail, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'en faire beaucoup pour avoir certaines adaptations. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on va faire du travail de fond, eh bien, on doit le faire plusieurs fois dans la semaine et ça doit durer énormément de temps. Ça doit durer 1 heure, 1 heure et demie, etc., etc. Mais pour le travail de vitesse et du travail de force max, c'est vraiment une question de hey, j'envoie le signal de la bonne façon, au bon moment, et je peux faire les choses bien. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'organiserai tout ça. Imaginons que je cale 2 sessions de préparation physique dans la semaine. Selon moi, si tu es un athlète et tu as plusieurs sessions déjà de ton sport dans la semaine, eh bien 2 sessions de prépa physique, il n'y a pas besoin de plus. Pour moi, c'est ce qui est idéal. Pas besoin de plus, ok? Rappelle-toi, la priorité, c'est toujours ton sport. Ce n'est jamais la préparation physique à côté. La préparation physique, elle va être là pour combler les petits gaps, les petits fossés qu'on retrouve ici et là au niveau de certaines qualités athlétiques, au niveau du développement structurel de certains tissus. Quoi qu'il en soit, moi, j'organiserai le tout de la manière suivante. J'organiserai un jour où c'est vraiment high, le high-low. Okay? High-low, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Je tiens ça de Charlie Francis, un coach de sprint très connu qui a instauré cette méthode si on veut. Donc là, elle est un peu remixée pour les athlètes qui vont s'entraîner 2 fois dans la semaine. Un jour où on a une charge, un stress qui est très élevé et un autre jour où on a un stress qui est relativement bas, ok? High et low.
Les amis, j'ai une offre spéciale pour vous. J'ai créé le programme Genou Bulletproof pour tous les athlètes. Si vous voulez performer au plus haut niveau, il est important de prendre soin de l'articulation du genou et de la rendre la plus résiliente possible. Vous savez à quel point le genou peut être problématique et mettre fin à des carrières. Donc, j'ai une petite surprise pour vous. 40% de réduction, le lien dans la description. Allez checker tout ça. Le jour où je mettrai le stress élevé, et bien là, je chercherai à travailler sur ma force max. Okay, la force, c'est la qualité mère. C'est ce qu'on doit maintenir, c'est ce qu'on doit développer en tout temps, toute l'année. Okay. Donc ici, un jour où je commencerai par ça, ça ressemblerait à quoi mon entraînement? Je commencerai avec quelques sauts à intensité modérée. Ça va me permettre de travailler quand même sur cette qualité élastique. Ça va me permettre de rajouter un peu cette composante de vitesse sans trop me cramer. Mais ça va également me permettre de booster mon système nerveux. Comme ça, je vais être super chaud pour commencer la partie force. Donc, je ferai quelques sauts ici. Je partirai sur 2-3 séries de sauts. 2-3 sauts. Et ensuite, encore une fois, pas intensité max. Et ensuite, je partirai sur mon lift principal. Donc, l'exercice principal où je choisirai soit une pattern, soit sur un squat, soit sur un hip hinge, un mouvement de levier de hanche. Je pense qu'on dit ça comme ça en français, tout ce qui va être mécanique de deadlift, etc. Donc tu choisis soit un, soit l'autre. Et ensuite, donc si jour 1, j'ai utilisé un squat, jour 2, je vais utiliser plutôt un deadlift, ok? C'est ça l'idée. Toutes les variantes qui vont s'accorder à ces deux patterns de mouvement là, ok? Les deux patterns mères. Donc, je passe à mon squat, imaginons, donc mon premier exercice principal, mon lift principal, ça va être mon squat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un 3 RM, un 2 à 3 RM. Et je ne vais pas faire des séries, 5 séries de 2, 5 séries de 3, 6 séries de 3. Je ne vais pas faire ça. Je vais trouver mon 2 RM du jour. Donc, je vais monter ma charge jusqu'à faire mon 2 reps max, mon 3 reps max. J'ai fait mon 3 reps max, je sens, j'ai fait 3 reps, bam, bam, bam. La troisième, moi, je grind, je pose la barre. Je sais que j'ai maximisé le tout. J'ai envoyé un signal ici de force, j'ai travaillé avec une charge, une intensité qui représente 90% et plus, d'accord? C'est 3 reps, 90%, 90% de mon RM, 2 reps, tu vois, un peu plus. Donc voilà, c'est le signal nécessaire pour dire à mon corps. Et là, j'ai travaillé sur ma force, j'ai besoin de plus de force parce que là, j'étais sur le point d'échouer, ok? Tac, c'est tout, ça s'appelle un top set, ok? C'est ce que j'enseigne partout. Un top set, une série uniquement, c'est fini. Ensuite, je peux passer à la prochaine partie. Et là, la prochaine partie, je vais choisir un exercice axé sur le haut du corps, un exercice où je pousse ou alors un exercice où je tire. Et je vais coupler ça avec un exercice d'isolation, voire 2 exercices d'isolation. Imaginons que j'ai fait un squat pour le premier, comme j'ai dit. Et bien, l'exercice d'isolation va être axé sur les ischio-jambiers. Et là, je vais partir sur 2 à 3 séries. Ok, 2 à 3 séries. La dernière série, je vais la pousser à l'échec. Et là, je vais travailler avec une intensité qui est modérée. Et là, je vais plutôt viser le travail structurel. Je cherche à construire plus de tissus musculaires, plus de tissus conjonctifs, etc. en fonction des longueurs auxquelles on travaille. Ok, c'est ça. Aussi simple que ça. Et j'ai fini mon entraînement. J'ai fini. Si tu veux rajouter à la fin un exercice de mobilité, tant mieux, bien entendu. Vous connaissez mon discours. Donc, je t'invite à finir avec un exercice de mobilité, par exemple. Et tu as fini ton entraînement. En 40 minutes max, tout ça, c'est plié. Tu as fait la dose minimale effective. Tu as envoyé un signal de force, d'accord? Tu n'as pas créé trop de dégâts structurels. Comme je te l'ai dit, va viser les 2 séries. Éventuellement, sur le bloc, tu peux augmenter à la dernière semaine à 3 séries. Et tu as travaillé un peu sur le haut du corps. Tu t'es pas cramé nerveusement. Tu as fait le strict minimum pour que ton système nerveux, tu as entraîné ton amplificateur et que ton système nerveux à produire plus de force. Et ça, tu dois le faire toute l'année parce que autrement, ça se perd, bien entendu. Et donc voilà, une fois dans la semaine, force max, ça suffit. Avec le travail de sprint que tu vas faire, des courses, etc. que tu vas faire pendant tes entraînements, ça devrait le faire, ok? Donc ça, c'est ton jour high, élevé, ok? Donc haut, intensité élevée. Ensuite, je vais avoir mon jour low. Mon jour low, eh bien là, je vais quand même travailler sur l'autre qualité athlétique qui est très importante, qui est la vitesse. Et là, je le mettrai la vitesse, vraiment, je le mettrai dans le jour low. Pourquoi? Parce que on va entraîner cette capacité à décharger un maximum de force le plus rapidement possible, et qui est travailler sur la vitesse, mais on va jamais chercher l'échec ici, ok? On va pas pousser comme sur le squat où j'arrive presque plus à monter, je suis sur le point de mourir, la barre va m'écraser, ok? Donc on aura toujours une réserve au niveau de notre système nerveux, on va pas se cramer complètement. Et là vraiment l'idée c'est de travailler sur la technique, de travailler sur produire de la force le plus rapidement possible, mais sur des distances courtes. Là par exemple pour un footballeur, je choisirais des sprints entre 10 et 15 mètres. Je commencerai avec de la plio à basse intensité, si vous avez déjà vu mes vlogs,
Je commence toujours avec ça. Je pense que c'est une qualité qui est très importante à maintenir. Ça nous permet de travailler sur notre réactivité. Ça nous permet de travailler sur la rigidité du tendon d'Achille. Ça nous permet de travailler sur la musculature, la structure du complexe pied et cheville. Je commence avec ça. Je fais 3-4 séries de petits sauts à basse intensité. Ensuite, je peux commencer sur le côté vitesse. Là, je ferai des accélérations, comme je l'ai dit, sur 10-15 mètres, avec un repos adéquat. Donc, il ne faut pas transformer ça en conditionnement. C'est ça le problème de beaucoup de footballeurs, de préparation de beaucoup de footballeurs, selon moi, c'est que on transforme tout en conditionnement, ok? On fait un sprint, on revient, on fait un sprint, on fait un sprint. Non, non, là tu n'es plus en train de travailler avec du 90%, 90%, 100%. Tu veux rester dans cette rangée-là, vraiment. Tu veux courir 10 mètres et tu veux sentir que tu aurais pu continuer encore, mais tu t'arrêtes là, parce que tu veux vraiment apprendre à produire le plus de vitesse possible, produire le plus de force dans le sol possible sur ces 10 mètres, ok? Tu prends ton temps de repos, je partirai sur, je te donne une vague très large ici, mais sur un bloc, j'augmenterai graduellement entre, commençons avec 10 à 12 séries, finir avec 20 séries, ok? Donc si tu travailles sur 10-15 mètres, sur 10 mètres, tu l'as compris ici, si on part sur 12, ça ferait 120 mètres de sprint, ok? C'est pas mal, c'est intéressant, coupé. Encore une fois, le volume est relativement bas, mais tu envoies quand même ce signal à ton système nerveux. Tu apprends à travailler sur cette accélération, sur ces premiers pas. Et ensuite, une fois que tu as fini ça, je partirai sur un lift axé sur le haut du corps et un exercice axé sur le bas du corps. Ça peut être un exercice polyarticulaire, là tu as le choix. Donc imaginons qu'on a fait le squat day 1, jour 1, là, day 2, jour 2, on va faire un deadlift par exemple, ok? Donc je vais choisir une variante de deadlift, mais vu que il y a mille et une façons de faire ici en vrai. Donc je pourrais très bien choisir soit une variante de deadlift si je le souhaite, ou alors choisir un exercice d'isolation pour les quadriceps, vu que jour 1, j'ai choisi un exercice d'isolation pour les ischio-jambiers, ok? Donc il y a mille et une façons de faire. Et si j'ai fait un exercice où je tirais pendant le jour 1, je vais faire un exercice où je pousse durant le jour 2. Si éventuellement on a beaucoup plus d'expérience, on se sent bien, on peut rajouter un exercice push and pull, un exercice où on pousse et on tire à chaque séance. Comme ça, on a toujours à chaque fois un peu de haut du corps à chaque séance et c'est très important. Ok, 2 fois dans la semaine, vous n'allez pas devenir Hulk, croyez-moi. Mais si je devais donner le strict minimum, ça ressemblerait à ça. Donc jour 1, je ferais effort max, force max, jour 2, vitesse avec intensité qui est plus basse de manière générale, ok, et la charge au niveau du système nerveux va être plus basse. Un jour où je vais focaliser un peu plus sur les exercices où je pousse pour le haut du corps, l'autre jour où je tire. Ensuite, l'exercice d'isolation pour le bas du corps, je vais choisir plutôt ischio-jambier, l'autre jour je vais choisir plutôt quadriceps. Aussi simple que ça. Charge, c'est vraiment le minimum, tu vas pas être courbaturé, tu vas avoir des gains. Au contraire, tu vas te sentir bien toute l'année. Tu vas développer toutes les qualités athlétiques que tu dois développer. Donc, c'est comme ça que j'entraînerai un athlète pendant la saison. Ok. Donc, pendant la on-season, c'est comme ça que je m'entraînerai. Pendant la off-season, là, ça serait complètement différent. Là, j'essaierai vraiment de rajouter plus de charge de travail. Je passerai beaucoup plus de temps en salle de musculation que sur le terrain. Et c'est vraiment là où on doit faire le switch. Donc là, j'essaierai de mettre, imaginons que j'ai 3 sessions de terrain durant la semaine. On va dire 4 avec le match et 2 de musculation. Pendant la off-season, je ferai l'inverse. Je ferai 4 sessions de musculation et je ferai 2 sessions sur le terrain, du travail technique, etc. etc. Okay, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Et là, pendant la off-season, c'est là où on peut penser à vraiment construire du muscle. Si on est un peu courbaturé, c'est pas très grave. Okay, on n'a pas la priorité de performer sur le terrain après. Donc voilà, c'est là où on peut prendre un peu plus de risques en termes de volume, de manière générale, pas en termes de complexité d'exercice, en termes de charge de travail forcément. Mais croyez-moi, la dose minimale effective, c'est ça. C'est comme ça que vous allez faire des gains toute l'année. Ne soyez pas mariés à quoi que ce soit, ne soyez pas mariés à des exercices. C'est la meilleure façon de procéder. J'espère que cet épisode pourra t'aider. Inclus tout ça dans tes entraînements. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les lâcher dans les commentaires. Nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.